sacré travail. Écoutez une coopérative en mouvement. Elle avait construit toute sa vie professionnelle sur la vente, la stratégie de vente, la gestion d'équipe en magasin, la mise en valeur des marques et des produits. C'est une vraie pro depuis longtemps. Mais Deborah Gigliotti, en réalité, voulait être artiste photographe. Changer totalement de domaine. Aujourd'hui, c'est fait. Des séries thématiques, un style identifiable, des expos, son portrait dans Paris Match, une vraie photographe qui donne encore parfois une formation sur la vente. Deborah Gigliotti a accepté d'être l'invitée de Sacré Travail. Bienvenue en studio. Deborah Gigliotti, bonjour. Bonjour Nicolas, merci beaucoup. Mais si on s'est permis de vous demander, dans votre emploi du temps bien chargé, de trouver ce moment de discussion, c'est parce que vous avez deux parcours professionnels très différents et un grand virage au milieu qui nous intéresse forcément et qui va du marketing à la photographie d'art, le portrait, le tableau photographique, et vous avez du talent sur les deux chemins. C'est ça qui est assez énorme, c'est que vous avez la même énergie et la même implication dans les deux chemins. Alors avant de passer aux questions de fond, parlons de la vente et de la représentation d'abord, parce que c'est quel aspect qui vous dynamisait au début de cette carrière? Le travail en équipe, la pression utile, la mécanique de vente, le jeu d'actrice éventuellement, parce qu'il y a plein de gens qui se découvrent comédiens en vendant. La vente, ça se situait sur quel muscle? C'est très intéressant votre question parce qu'en fait, depuis toute jeune, ma maman travaillait pour le magazine Marie-Claire, pour le magazine Elle. Et elle était commerciale. Et donc, moi, à 12 ans, j'étais dans les bureaux de Marie-Claire et je voyais ma mère en train de vendre. Et donc, j'ai tout de suite été baignée là-dedans. Et puis, à l'âge de 16 ans, déjà, j'étais étudiante pour Mer du Nord. Et puis, à 18 ans, je devais choisir entre faire des études ou trouver un travail. Et un jour, je suis allée dans un magasin et je suis rentrée là chez Women's Secret. Oui, j'avais 21 ans. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai gravi les échelons, puisque je n'ai pas fait d'études. Donc, j'ai commencé 20 heures semaine, 25 heures semaine, 30 heures semaine, 35 heures, manager 1 magasin, manager 2 magasins. Et puis, j'ai terminé brand manager. Et j'adorais vendre. Je pense que je suis une très bonne vendeuse parce que pour moi, c'était pas de la vente. C'était du contact, c'était du partage, c'était de l'échange. Ce que j'ai vraiment aimé passionnément, c'était si on venait chez moi, dans mes magasins, c'était vraiment pour le conseil à la clientèle, qui pour moi n'était pas de la vente, c'était plus vraiment du partage. Et j'avais l'impression, quand je vendais, ça m'arrivait une fois de vendre pour 2500 €. Et la personne, en repartant, elle m'a dit « Est-ce que je peux vous faire la bise pour vous remercier ?» Et donc là, je me suis dit, ok, c'est merveilleux. Et quand vous faites votre métier correctement, avec passion et amour et plaisir, eh bien, je pense que peu importe ce qu'on fasse, ça se voit et ça se ressent. Et c'est ça qui fait la différence. Mais à ce moment-là, en votre fort intérieur, vous étiez parti pour 30 ans dans ce métier. Non, pas du tout. Parce que j'adorais ce que je faisais, mais à un moment donné, je me disais, j'aime ce que je fais. Je sais que je suis passionnée par ce que je fais, mais je sais que c'est pas ma place. Il y a autre chose pour moi. Mais quand vous n'avez jamais fait d'études, et que même si on dit et on prône haut et fort qu'on est sur le profil atypique, que c'est les profils atypiques qui sont la norme de demain, encore actuellement, malheureusement maintenant, la première chose qu'on vous demande, c'est vos diplômes, malgré que vous ayez énormément de compétences. Et donc là, ça a été compliqué pour moi, parce que je savais que j'étais aussi faite pour autre chose. Et quand j'ai travaillé, quand j'ai terminé chez Michael Kors, on m'a dit, j'ai eu un CDD, donc en fait, à chaque fois, j'ai eu beaucoup d'opportunités, c'est qu'on est venu me chercher à chaque fois. Et quand on est venu me chercher pour Michael Kors... Juste savoir, qu'est-ce que c'est Michael Kors? C'est une marque de vêtements de luxe. D'accord. Voilà, c'est MK, on voit énormément ça dans des sacs et tout ça, c'est assez réputé, c'est une marque américaine. Et quand on est venu me démarcher pour Michael Kors, j'ai dit à mon futur patron, je lui ai dit... je ne sais pas pourquoi je te dis oui, mais je sais qu'il y a une raison. Et donc, je suis partie avec lui, et puis un an après, ça s'est arrêté.
Et à la fin, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu souhaites faire? Et je lui ai dit, écoute, moi, la vente, c'est bon, j'ai fait le tour. Je souhaite autre chose. Il me dit, mais toi, tu es faite pour former. Et je lui ai dit, mais écoute, je n'avais jamais pensé à ça. Et il me dit, oui, tu es faite pour former. Et c'est là que j'ai rentré dans la brèche de la formation. Et parallèlement, avant, quand je travaillais chez Michael Kors, j'étais déjà photographe. Mais c'est parallèle, au fait, mais tout se regroupe parce que quand je me suis formée en photographie, eh bien, là, directement, on m'a demandé un sujet et moi, ça a été le transformisme. Directement, je voulais aller chez maman, au cabaret chez maman ici à Bruxelles. Il faut quand même le savoir, qui est une institution de la nuit bruxelloise où dans un endroit à peu près grand comme un timbre-poste, se succèdent des transformistes ultra maquillés comme des voitures volées qui interprètent Mylène Farmer, Dalida et tout le répertoire classique des spectacles transformistes. Il fallait quand même le préciser, c'est juste à 2 pas de la Grand Place, on va dire, à Bruxelles. Et donc, moi, je voulais absolument aller là, sauf que maman m'a dit non. Sauf elle m'a dit, mais appelle une de ses filles. J'ai contacté Na, elle m'a dit non. J'ai contacté Boop, elle m'a dit non. Mais comme j'ai le même nom de famille que Dalida, donc j'ai assisté un petit peu. Et on m'a ouvert cette porte. Et puis j'ai pu rentrer en tant que photographe. J'ai fait des photos d'Edna. Ensuite, Edna a vu mes photos. Ensuite, elle les a montrées à maman. Ça a été la rencontre la plus merveilleuse de ma vie. J'ai le cœur qui battait. Je me dis, mais c'est pas possible, il va s'enlever, c'est pas possible. Et elle m'a dit, ok, on fait les 20 ans. Et je veux que ce soit toi qui fasses les photos backstage des 20 ans. Est-ce que tu es d'accord? Oui. J'ai dit oui. Et j'ai fait des photos backstage des 20 ans de chez maman. Et ensuite, je suis plus jamais partie. Mais là, on va très très vite en besogne parce qu'on a sauté directement 6 ou 7 ans tout à fait stratégiques. Parce que en amont de cela, vous venez de nous décrire qui a été l'impulsion et vous a donné la force de trouver ce courage de changer d'orientation. Mais vous continuez toujours les formations en marketing et en vente. Oui. Vous aidez actuellement les plus jeunes à retrouver de la confiance en soi et à réussir à trouver leur future orientation en eux et dans leur passion. C'était prévu et reporté, mais vous participez à des tables rondes sur l'orientation professionnelle au stade scolaire, à l'université de Mons. Donc, la transmission, c'est un phénomène qui reste très important et que vous allez continuer. Extrêmement. Oui, parce qu'en fait, il y a un de mes chevals de bataille, c'est cette norme imposée et cette case imposée et tous ces jeunes que je rencontre et qu'on a mis de côté parce qu'ils ne rentraient pas dans une case ou dans une norme qui peut être scolaire ou autre et à qui on impose de connaître des matières mais à qui on n'apprend pas d'avoir confiance en soi. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont 20, 25 ans et qui sont incapables de dire une chose qu'ils savent faire de bien. Et ça, c'est devenu pour moi un de mes chevals de bataille, c'est de leur expliquer que oui, ils font des choses bien, oui, ils ont des capacités, oui, ils ont des compétences, et il faut les trouver. Et en fait, c'est pas qu'il faut les trouver, c'est qu'il faut leur révéler. Ces choses-là, ils les ont, sauf qu'on leur a jamais appris à traduire ça. Et c'est triste, parce que le monde actuel apprend à tout ce qu'on fait de mal. Ça, c'est génial. Hein. Ça, à tout ce qu'on fait pas bien, on met du rouge partout pour bien montrer ce dont tu n'es pas capable. Par contre, dites à un jeune, regardez-le et dites-lui, tu es capable de plein de belles choses. Et tu as des compétences. Et là, il va dire, mais non, vous vous trompez. Non, tu es capable. Et si vous donnez à boire à une plante, eh bien, elle va se mettre à s'ouvrir et à briller. Et c'est ce qui se passe avec eux. Donc, oui, moi, j'aime tous ces jeunes, tous ces gens qui n'ont pas eu souvent de chance dans leurs études ou dans leur environnement personnel. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. C'est quoi exactement l'instantémotion.com? Ah oui, ça c'est mon bébé. C'est quoi l'instantémotion.com? Est-ce que c'est un site galerie de vos photos ou bien un coaching ou les deux, ma générale? En fait, un de mes soucis, c'était justement de rentrer dans une case.
et de dire, mais en fait, mon activité exactement, c'est quoi ? Parce qu'à un moment, on m'a dit, mais on ne comprend pas ce que tu fais, Déborah, parce que tu fais de la photo transformiste, tu donnes des formations vente, tu fais de la photo dédiée à la confiance en soi, à l'estime de soi, on ne comprend pas. Et moi, pour être heureuse, j'ai besoin d'être multiple. Et j'ai besoin de faire plein de choses différentes. Parce que je ne rentre pas dans une case, donc j'ai créé la mienne. Et l'instant émotion, c'est l'histoire de mon histoire. C'est-à-dire que quand j'ai fait la photographie, et ensuite je me suis formée pour devenir formatrice, un jour, il y a une personne qui m'a dit, voilà, une formatrice que j'ai rencontrée, et qui a montré des photos de moi à son compagnon et des photos de ce que je faisais. Et elle a dit, tiens... regarde, c'est Déborah, elle fait des photos de backstage en univers transformiste. Elle dit, ah oui, c'est intéressant. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, enfin, il a dit à cette femme, est-ce qu'elle va bien ? Il lui a dit, mais elle a l'air d'aller bien. Ok, parce qu'on a une suspicion d'une maladie de Marfan. Qu'est-ce qu'une maladie de Marfan ? C'est une maladie génétique rare qui touche les yeux, les os et le cœur. Et quand on est atteint de cette maladie, eh bien, on est en danger. Et donc, ça a été tout un processus. En fait, je n'ai pas la maladie de Marfan, je n'ai pas le gène de Marfan, mais j'ai le physique d'un Marfan. C'est-à-dire que je suis très grande, très mince, j'ai un problème au palais, je sais faire ça, qu'on ne voit pas, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Et ce qui fait que j'ai un profil atypique et que moi, j'ai toujours souffert de mon physique, tout le temps. Et je me suis rendu compte, en regardant les gens autour de moi, que j'étais pas la seule. Puisqu'on nous impose des normes, on nous impose des cases dans lesquelles il faut rentrer. Et comment on fait, nous qui sommes atypiques, comme beaucoup, comment on fait pour se sentir bien, en fait ? Comment on fait pour se sentir qui l'on est dans ce monde imposé par des dictats de la société ? Et là, je me dis, ok, j'ai mon rôle à jouer. Et c'est pour ça que je me suis formée en tant que formatrice et que je me suis formée à la programmation neurolinguistique et aussi que j'ai fait l'approche narrative pour pouvoir déconstruire les histoires et apporter aussi une proposition d'une nouvelle histoire faite de valeurs, de compétences et de force. Et donc l'instant émotion, c'est moi, parce que je suis un être extrêmement émotionnel, parfois un peu trop, mais c'est pas un problème pour moi parce que les gens qui travaillent avec moi le savent. Donc moi, je pleure dans mes shootings, ça m'arrive. Je pleure en formation, ça m'arrive. Mais je suis authentique, je suis vraie. Voilà, je suis quelqu'un de sincère. Et donc, les gens avec qui je cadre, c'est génial. Et les gens avec qui je cadre pas, c'est génial aussi. Et dans ce que vous faites, ça c'est important, je m'adresse aussi aux sociétaires. Soyez vous-même. Ne cherchez pas à être différent parce que vous perdez du temps. Parce qu'il y a du travail pour tout le monde. On a chacun notre place. Il ne faut pas prendre celle de quelqu'un d'autre. Il faut être vous-même. Et il faut aller, quand on a le sens de sa vie, quand on a le sens de ses valeurs, quand on sait pourquoi on se lève le matin, quand on sait pourquoi on pleure, parce que ça aussi, on pleure. Moi, je suis à la Smart, mais ça m'arrive plein de fois de pleurer en disant « j'y arriverai pas, ça va pas aller, ça va pas le faire ». Et en fait, quand on sait le sens qu'on a choisi dans notre vie, on peut pas faire autre chose, c'est pas possible. Donc, mettez du sens dans ce que vous faites. Et maintenant, votre activité principale, selon vous, selon votre filtre, on est plutôt sur je vends des formations et je fais des photographies, ou bien les expositions, les sollicitations sont suffisantes pour permettre un équilibre absolu entre les deux métiers ? Disons que pour l'instant, j'ai de plus en plus de demandes pour la photographie. Et je donne aussi des formations. Donc avec le Covid, évidemment, j'ai eu 3 mois et demi d'arrêt quasiment complet, total. Et encore avant, pareil. Donc ça a été très, très dur. Moi, je devais exposer au mois de septembre. Donc je devais exposer avant. Et puis, on m'a dit, il y a le Covid, donc non. Et puis, pour finir, le jour où on a fait le vernissage
à la Rainbow House, c'était, je pense, un des seuls jours où encore on a pu avoir des gens et qui étaient là. Donc c'était un moment, c'était comme si au fait il y avait quasiment rien ou presque. Et ça c'était très intéressant. Mais ce que j'ai pu voir, puisque j'ai eu la chance et l'opportunité de donner des formations avec la Smart, ce que j'ai pu ressentir en tous les cas quand j'ai donné des formations pour la Smart, c'est que les gens avaient besoin en premier de relations, de contact. Et on donnait nos formations et c'était très bien, mais les gens avaient besoin d'entendre qu'est-ce qui se passe toi dans ton univers. Comment tu fais pour t'en sortir? Comment tu fais pour tenir le coup? Comment tu fais pour te lever le matin? Comment tu fais pour pas pleurer chaque jour en te disant j'y arriverai pas? Et ça, à chaque fois dans ce que j'ai fait comme formation, j'ai entendu ça, on disait ce qui nous a fait plaisir, qui nous a fait le plus de bien, c'est d'entendre les histoires des uns et des autres et comment ils faisaient au fait. Et le Covid, c'est ça qui est difficile, c'est que nous sommes des êtres de lien, nous sommes des êtres de relation. Et on nous coupe ça, on nous enlève justement ce fait de rentrer en contact les uns avec les autres et justement de regarder l'autre en disant « on a peur de toi, on a peur parce que tu mets de la mort chez moi ». Et quand on est sociétaire à la Smart, on doit savoir tout faire. Du marketing, on doit savoir écrire, on doit savoir faire ça. Et quand on se retrouve avec des sociétaires de la Smart, où on se rend compte qu'en fait, on peut aller chercher les compétences des uns et des autres, mais on se sent moins seul. Et c'est ça que j'apprécie aussi à la Smart, c'est que j'ai un profil qui est parfois différent des autres. Je le dis à Aïkel qui me suit à Mons. Et je dis à Aïkel, parfois, je suis désolée, mais dans mes mails, et elle me dit oui, pas de souci. Et elle me gère et elle me comprend. Et se sentir d'un côté ou d'un autre soutenu, c'est super important. Enfin, en tous les cas, pour moi. Et je me sens moins seule depuis que je suis ici. Je suppose que dans votre métier de photographe, il y a plein de moments où vous allez chercher dans le répertoire des choses que vous avez apprises dans votre premier métier de marketing et de vente. Il y a certainement des choses qui vous servent dans le département, peut-être simplement sur la communication de ce que vous faites. Alors, c'est très intéressant ce que vous me demandez parce que toutes ces années, dans la vente et autres, eh bien, j'ai des gens qui sont autour de moi, qui me suivent et qui ont confiance en moi, en ce que je fais et qui me poussent. Donc ça, j'ai un réseau très puissant. Une sphère bienveillante. Oui, voilà, sincèrement. Ce que j'aime dans le réseau, ce qui est important pour moi, j'ai toujours dit, c'est un truc que ma mère m'a appris, en fait, quand j'étais petite. Elle m'a dit, Déborah, les mamans. Surtout la mienne, qui est merveilleuse. Elle m'a dit, peu importe ce que tu fasses dans la vie, peu importe où tu travailles, peu importe comment tu pars, tu dois toujours, toujours, toujours rester en bon contact avec les gens et partir dans des bonnes conditions. Toujours. Pourquoi ? Parce que la Belgique est un très petit pays. Et c'est vraiment important de garder des contacts cordiaux les uns avec les autres. Ce que moi j'aime particulièrement, c'est avoir un réseau de personnes qui me connaissent et qui connaissent mon travail. Aller donner ma carte dans des grands événements, je vous avoue que j'ai vraiment du mal avec ça parce que la puissance commerciale que vous me parlez, moi j'ai l'impression de me vendre comme un sac et je me trouve nulle, mais nulle. J'ai vraiment essayé à un moment de tenter d'aller avec ma carte et de me retrouver avec des gens qui, en fait, faisaient pas la même chose que moi, mais on se retrouvait, ah tiens, toi tu es quoi? Formateur et coach. Ah ok, et toi tu fais quoi? Formateur et coach. Et en fait, je me retrouvais avec des gens qui faisaient pas la même chose, mais des choses similaires. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça mon intérêt. Moi, si je sors dans la rue et que je vois une personne ou une personnalité qui est importante pour moi, ça me dérange pas d'aller l'arrêter et de dire, écoutez, voilà, je vous donne ma carte, peut-être qu'on peut se voir, se rencontrer. Je l'ai déjà fait. Je verrai le roi là maintenant en sortant, ça me dérange absolument pas d'aller lui donner ma carte. Ça me pose pas de problème. De toute façon, il y a une chose à retenir et qui est extrêmement importante. Le non, vous l'avez déjà. La seule chose que vous pouvez avoir, c'est un oui. Alors osez, il faut oser aller vers les personnes dont on se dit non, mais je pense que non, ose, vas-y. Et ça fonctionne, pas tout le temps. Et entourez-vous de gens qui sont aussi compétents que vous, voire plus compétents que vous. Nourrissez-vous d'eux
de manière positive. On n'est pas là pour aller chiner chez les uns et chez les autres. Non, nourrissez-vous, faites-vous critiquer de manière constructive. C'est important la critique quand elle est constructive. Les experts de la vie des autres doivent rester experts de la vie des autres. C'est vous-même qui créez et écrivez votre vie. Et ce que vous avez envie d'en faire. Il n'y a personne qui peut vivre votre vie à la place. Vous êtes un être unique. Génétiquement, vous êtes unique. Donc vivez ce que vous avez à vivre. Et si vous vous plantez, c'est très bien. Mais il vaut mieux vivre une vie qui a du sens et qui est faite de choses qui vous nourrissent que de ne rien vivre du tout. Après, c'est un choix. Il y a une chose que je voudrais aussi partager, et puis je vous laisse la parole, Nicolas, c'est qu'un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, tu sais, moi, les gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler et qui rentrent, j'appelle ça des zombies. Je dis, oh. Et je dis, mais tu sais, je suis un zombie. Il me dit, non, tu n'es pas un zombie parce que tu sais que tu en es un. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus être un zombie et de changer ma vie. Même si parfois, je pleure toute seule devant ma cuisine en disant « mais j'y arriverai jamais ». C'est pas facile, ça demande du courage, de l'énergie, de la ténacité, de la persévérance. Tout à fait. Sans en avoir trop non plus, parce qu'il faut savoir garder les pieds sur terre et savoir exactement où on en est. Et j'ai 2 dernières questions pour clore cette entrevue. D'une part, je voudrais quand même rapidement aborder le sujet de Smart, parce que est-ce que vous passiez déjà vos activités de vente marketing dans une activité de Smart, ou bien c'est intervenu à quel moment la coopérative et le fait d'avoir besoin de rejoindre, j'imagine aussi pour des raisons techniques pures, de contrats, de facturation, mais oui, aussi dans une envie de faire partie d'une communauté, d'une ruche. C'est venu à quel moment ce besoin-là ? Eh bien, quand je suis sortie de couveuse d'entreprise, parce que moi j'ai vraiment fait le parcours académique pour entendre. Vous êtes passée par une couveuse d'entreprise, un incubateur ? Oui, je suis passée par une couveuse d'entreprise, par Azimut à Charleroi. Azimut. Oui, tout à fait. Okay. Et donc, bien, en sortant de cette couveuse d'entreprise, soit on devient indépendant, soit on continue, on peut choisir la Smart. Donc moi, j'ai choisi la Smart. Je vous avoue aussi, je ne suis pas du tout une administrative. Je suis une artiste. Donc tout ce qui est administration, c'est absolument pas mon truc. Et parfois, j'aime aussi le fait qu'on me tienne la main. J'aime bien ça, j'avoue. Smart tient la main ? Oui. En tous les cas, pour moi, les personnes que je contacte, effectivement, j'ai l'impression, ma conseillère, par exemple, Aikel, pour ne pas la nommer, Aikel Pal, qui travaille à Mons dans nos équipes. Aikel Pal, tout à fait, qui est une fille merveilleuse. Eh bien, elle, si elle voit des choses qui peuvent être intéressantes, elle me dit, tiens, t'as pensé à ça ? Alors, ça lui arrive pas tout le temps, c'est normal. Enfin, je veux dire, elle n'est pas engagée pour moi, mais il y a quand même cette réflexion de communauté qui est là. Tiens, j'ai entendu parler de ça. C'est elle qui m'a proposé avec Virginie Lejeune d'être là, et je trouve ça, c'est une grande opportunité pour moi, et je suis très heureuse de pouvoir partager mon parcours et mon histoire. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. Une personne qui a participé à mon site internet aussi fait partie de Smart, évidemment. Pourquoi pas, au fait. Et aujourd'hui, Déborah Gigliotti, qu'est-ce qui vous sollicite le plus dans tous les métiers que vous avez pratiqués ? Le sens. Une fois que vous avez trouvé le sens dans ce que vous faites, vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler. Si vous me donnez 10 000 € actuellement pour refaire ou pour avoir un travail qui est juste alimentaire, vous pouvez les garder, je n'en veux pas. Je ne pourrais plus faire autre chose. C'est pas possible pour moi. Maintenant, avec toutes les difficultés, parce que là, vous avez énuméré et vanté, et je vous remercie toutes les belles choses qui me sont arrivées, mais il y a aussi plein de difficultés. C'est pas pour ça que tous les mois sont beaux, absolument pas. Et surtout avec cette crise, ça a été très compliqué. Mais quand vous trouvez le sens dans ce que vous faites, je pourrais pas faire autre chose. Plus jamais.
Mais du coup, ma dernière question Oui. tombe complètement plouf. D'accord. Parce que, en fait, le sens est complètement durable. Alors que ma question, c'était ça. Et dans 5 ans, qu'est-ce que vous voudriez qui vous sollicite le plus? Mais ça reste le sens, forcément. Ça reste le sens. Après, si vous avez des contacts chez TED, je prends. Si vous avez des contacts chez conférence Vogue, TEDx. je prends. Avec Déborah Gigliotti très bientôt à Bruxelles, à Londres ou à Los Angeles. Pourquoi pas? Nous sommes en tout cas preneurs. Nous avons en tout cas suivi vos récits et vos explications avec vraie passion. Et je rappelle à toutes et tous que vous pouvez retrouver le site internet de Déborah Gigliotti sur l'instantémotion.com, LINSTANT EMOTION, pas de S à la fin, .com. Voilà, l'instantémotion.com. Vous pouvez également, je rappelle, lire des articles merveilleux sur le site de rainbowhouse.be, sur le site de vice.com ou bien sûr dans les pages de Paris Match pour le mois de mars 2021. Merci beaucoup Déborah Gigliotti. Merci à vous, Nicolas.